Le 5 septembre 2012, un cycliste du nom de William Brett Martin va découvrir l'horreur alors qu'il fait une balade à vélo dans une zone forestière de la commune française de Chevaline. Il est 15h48. Williams arrive à proximité d'un parking et tombe sur une petite fille recouverte de sang. Elle titube, peine à marcher et s'effondre devant lui. En regardant autour de lui, Williams se rend compte que la petite fille venait tout juste de sortir d'un véhicule. Il se rapproche, le moteur de la voiture est encore chaud et en marche. Et après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur de la voiture, il se fige devant le carnage. Des impacts de balles sur le pare-brise, du sang qui recouvre les sièges et les vitres, et des corps inanimés, assis dans la voiture. Comme si ses occupants n'avaient même pas tenté de s'échapper. Tous les cadavres ont reçu une balle dans la tête. Mais que a-t-il pu bien se passer dans cette commune tranquille de Chevaline ? Avant de plonger dans les détails de l'événement du 5 septembre 2012, laissez-moi d'abord vous parler de la famille Al-Hili. La famille Al-Hili est une famille de 4 personnes. Saad, le père de 50 ans, Iqbal, son épouse de 47 ans, et leurs 2 filles, Zaineb et Zina, de 7 et 4 ans. Saad, le père, vient d'une famille bourgeoise qui fait partie de l'élite de Bagdad, en Irak. Et pour comprendre Saad, il faut que je vous parle de son père. Son père, Kadim Al-Hili, était un homme d'affaires accompli et patron de plusieurs entreprises en Irak. Un informateur appartenant au service secret allemand aurait révélé qu'il avait des liens avec le pouvoir en place. Et pourquoi c'est un informateur des services secrets allemands? Parce que les Allemands s'étaient spécialisés dans les écoutes entre l'Irak et toute l'Europe. L'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir va tout changer pour la famille. Alors qu'il est en vacances au Liban avec sa famille, Kadim Al-Hili est convoqué par les autorités irakiennes. Kadim comprend que ça va mal tourner pour lui et décide de fuir pour toujours l'Irak. Il abandonne une partie de sa fortune sur place, des usines, des immeubles, peu importe. Kadim vivra de ses comptes à l'étranger, en Espagne, en Angleterre, en Suisse et bien sûr en France. Le frère de Kadim n'aura pas la même chance. Il sera torturé et mutilé par le régime de Saddam Hussein. Kadim et sa femme émigrent en Angleterre en 1971 et s'installent avec leurs 2 fils, Zaïd et Saad, dans le centre de Londres. Saad a alors 8 ans. Saad, l'enfant de Kadim, est un passionné de vélo et de mécanique. Et après une enfance très calme, Saad finira par obtenir 2 diplômes universitaires. Un en ingénierie mécanique et un autre en informatique. Il deviendra designer en ingénierie. Il fondera même une entreprise, la société Shtec, en 2001, un an avant d'être naturalisé sujet britannique en 2002. Il aidera notamment à la conception de l'intérieur de l'Airbus A380, l'un des plus grands et plus puissants avions de ligne actuels. Je l'ai pris et je peux vous dire que cet avion est incroyable. Il sera également ingénieur pour la SSTL, Surrey Satellite Technology, une entreprise spécialisée dans la réalisation de microsatellites. Autant vous dire que Saad, c'était une tête et c'était quelqu'un. Iqbal, sa femme, est également irakienne et dentiste de profession. Elle a grandi en Suède et aurait rencontré son futur mari, Saad, lors de vacances à Dubaï en 2003. Elle finit par travailler avec lui dans son entreprise Shtec. De leur union naissent 2 filles, Zaïeb et Zina. Le 29 août 2012, la famille Al-Hili quitte leur maison du sud de Londres pour se rendre par bateau-ferry à destination de Calais, pour une semaine de vacances en Haute-Savoie. C'était la 4e année consécutive qu'ils se rendaient au même endroit. Ils sont en tout 5. Saad, le mari, Iqbal, la femme, leurs 2 filles Zaineb et Zina, et enfin la mère d'Iqbal, Souila, une femme âgée de 74 ans qui les a rejoints en France depuis la Suède pour passer du temps avec sa famille et profiter un peu de ses 2 petites filles. La famille s'installe au Village Camping Europa, un camping situé dans la commune de Saint-Jorioz à proximité du lac d'Annecy. Après 2 jours seulement et pour une raison qui est encore un mystère à l'heure d'aujourd'hui, ils quittent leur camping pour aller installer leur caravane dans un autre camping situé à 2,6 km de là. Le nouveau camping s'appelle le Solitaire du Lac. Le 5 septembre 2012, William Brett Martin, un Britannique ancien membre de la Royal Air Force et propriétaire d'une maison de vacances dans la région, prend son VTT et décide de faire une randonnée à vélo sur le chemin de la Comdir, comme à son habitude dans une zone forestière de la commune de Chevaline. C'est un paysage magnifique qui s'offre à lui puisque c'est sur les hauteurs du lac d'Annecy. Sur les chemins de sa randonnée qui se déroule pour l'instant très calmement, il se fait doubler par un autre cycliste. À 15h15, il croise ensuite un 4x4 sombre et quelques minutes plus tard, une moto. Il est environ 15h48 quand Williams arrive dans une zone de stationnement, une sorte de parking. Il aperçoit une petite fille qui semble avoir de la difficulté à marcher. Elle titube devant lui avant de s'effondrer sur le sol.
En l'observant, William comprend qu'elle a reçu une balle dans le dos. Elle présente des plaies importantes et assez profondes sur le crâne. Elle a une clavicule cassée. Quelqu'un s'est acharné sur elle. William regarde autour de lui et remarque que la petite fille semblait marcher vers lui depuis une voiture. Une BMW immatriculée du Royaume-Uni. Il se rapproche et remarque un cycliste allongé à côté de la voiture. Il semble avoir succombé à ses blessures. Et en se rapprochant, il se rend compte que la voiture, et notamment le pare-brise, est criblée d'impacts de balles. Il regarde à l'intérieur et aperçoit un bain de sang. Plusieurs personnes sont présentes, toutes maculées de sang et présentant des impacts de balles dans la tête. Le conducteur est affalé vers l'avant. Ses bras tiennent encore le volant. Une femme derrière lui, à l'arrière de la voiture, a été abattue d'une balle dans la tête. Et à côté d'elle, une femme un peu plus âgée, elle aussi décédée d'une balle dans la tête. William brise la vitre côté conducteur et coupe le contact de la voiture. Son ancienne expérience de militaire lui permet d'avoir le réflexe de retourner vers la fillette et de la mettre en position latérale de sécurité en attendant les secours. Il déplace également le cycliste de peur qu'il ne soit écrasé par une voiture. Et il va vite chercher du secours. En redescendant à toute vitesse le chemin de la Combe d'Ir sur son VTT, le Britannique croise une voiture de randonneurs. Dans un français approximatif, il leur demande de ne pas monter plus haut, car il y a 4 morts et une petite fille vivante. Avant l'arrivée des secours, nos nouveaux témoins, venant tout juste d'être alertés par William, décident de ne pas l'écouter. La curiosité humaine, vous savez. Et ils conduisent jusqu'à atteindre la scène du crime. Ils raconteront plus tard avoir vu le sang coulant des impacts de balles dans les corps des membres de la famille Al-Hili. Ayant peur que le tueur soit encore dans les parages, les nouveaux témoins décideront cette fois-ci de faire demi-tour. Les secours arriveront sur place 19 minutes plus tard, à 16h03. Dès 18h, les pompiers et les gendarmes investissent la scène du crime. Un hélicoptère de journalistes commence même à survoler la scène du crime alors que les cadavres sont encore dans la voiture. Les pompiers gèlent la scène du crime en attendant la police scientifique de la gendarmerie. Les forces de l'ordre déjà présentes se passent le mot. Les portes de la voiture ne doivent pas être ouvertes et les corps ne doivent pas être déplacés, car cela pourrait nuire à l'analyse balistique. Les débris de verre coincés dans les portières et sur les victimes pouvant révéler des éléments importants sur le positionnement du ou des tireurs. En attendant, un pompier arrive à obtenir des informations de la petite fille qui est sur le sol. Elle réussit à donner son prénom, que personne ne comprend sur le coup, et son âge, 7 ans. Elle explique qu'elle a très mal et qu'elle ne voit quasiment plus rien. Elle sera évacuée par la suite vers l'hôpital le plus proche. De l'autre côté de la voiture, un cycliste est allongé sur le dos. Il porte toujours son casque. Et ce casque semble avoir été traversé par une balle. Il a sa pompe à vélo près de sa jambe gauche et son vélo est à plusieurs mètres plus loin de lui. Une déduction est faite par les forces de l'ordre. Selon eux, il est descendu de son vélo, s'est rapproché de la voiture et seulement là a été abattu. En parallèle, la nuit tombe et avec la nouvelle qui commence à se répandre sur les chaînes nationales de télévision françaises et à la radio, un appel téléphonique va sortir du lot. L'homme à l'autre bout du fil, le gérant du camping Le Solitaire du Lac, donc leur nouveau camping où ils étaient installés, explique qu'il a vu le journal télévisé et que la description des victimes correspond à des clients britanniques qui résident actuellement dans son camping. Et il est allé voir et en effet, ils ne sont plus garés à leur emplacement. Avant de raccrocher, le gérant du camping lâche une information essentielle au téléphone. Par contre, il n'y a pas qu'une seule fillette dans la famille. Il y en a 2. Les gendarmes arrêtent leur investigation précautionneuse et accélèrent tout de suite le rythme de l'analyse de la scène du crime car ils pensent que la seconde petite fille pourrait se trouver là, quelque part cachée. Une fois que les techniciens de la police scientifique arrivent et qu'ils sont enfin autorisés à ouvrir les portières de la voiture, ils s'exécutent. Au moment de l'ouverture de la portière arrière, un des techniciens aperçoit un mouvement. Il découvre alors la seconde petite fille, cachée, accroupie sous les jupes du cadavre de sa mère qu'elle collait. La petite est restée dans cette position 8 longues heures après les faits. Terrifiée, la fillette n'avait fait aucun bruit et elle était restée immobile afin de ne pas attirer l'attention des gendarmes. Elle avait peur après tout, elle ne savait pas si c'était les tueurs ou les gendarmes. Et les gendarmes n'avaient aucune idée de son existence. Après cette découverte et ayant laissé une petite fillette de 4 ans bloquée pendant 8 heures, les forces de l'ordre sont sous le choc et en colère. Pour eux, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique avait survolé la zone et à la recherche de la petite fille plus tôt dans la soirée. Et aucune chaleur n'avait été détectée dans la voiture. Peut-être que la chaleur de la petite fille était cachée par le cadavre de sa mère. Un gendarme présent sort Zina, 4 ans, de la voiture en lui mettant la main sur les yeux pour lui cacher l'horreur de la scène. Elle sera ensuite prise en charge par une adjointe de la gendarmerie qui s'assurera qu'elle est indemne. Une fois que la police scientifique a terminé de récolter les éléments qui serviront à l'enquête qui vient de s'ouvrir, le verdict tombe. 4 victimes au total sont à déplorer. Saad le père,
Iqbal, sa femme, Souheila, la mère d'Iqbal, et enfin le cycliste présent à proximité de la voiture. Chaque victime a reçu 2 balles dans la tête. Comme quoi, le tueur voulait être sûr que les personnes présentes sur place étaient bien mortes. Saad, le père de famille, a quant à lui été touché 5 fois. Le cycliste retrouvé sur la scène du crime et qui est décédé s'appelle Sylvain Mollier. Il se trouve que c'est l'homme qui a dépassé William durant sa randonnée en VTT, quelques dizaines de minutes avant la découverte des corps. Sylvain Mollier est la 4e victime de cette tuerie. C'est un homme de 45 ans qui était employé de production d'usine en balade pendant son congé de paternité. Il a quant à lui reçu 7 balles. Il semble avoir été là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Et c'est là où on se dit que la vie est cruelle. Il était sorti pour faire une balade à vélo et pour décompresser. Il venait d'avoir un enfant et malheureusement c'était la dernière fois qu'il les voyait. Les 2 fillettes, Zaineb et Zina, sont les 2 seules rescapées de la tuerie. Zaineb, l'aînée, a été violemment frappée par l'agresseur, qui lui a asséné un gros coup de crosse avec son arme à feu pour tenter de l'achever alors qu'il n'avait plus de munitions. Après la publication des photos de la scène du crime prises par l'hélicoptère dans les médias, l'affaire a ému toute la France. Et à ce stade, la question qui est sur toutes les lèvres et dans toute la presse, qui a tué la famille Al-Hili ? Au début de l'enquête, les forces de l'ordre se concentrent sur les proches de la famille. Ils essayent de découvrir si une personne de leur entourage aurait pu vouloir leur faire du mal. Les enquêteurs découvrent un premier suspect, le grand frère de Saad, Zaïd. Il était secrétaire dans l'entreprise Tech, l'entreprise de son frère Saad, où il a été viré par son frère et remplacé par la femme de celui-ci. Donc le frère Zaïd, il a été viré, et la secrétaire maintenant, c'est Iqbal, la femme de Saad. Un autre élément qui met la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est le décès 1 an auparavant, en 2011, du père des 2 hommes, Kadim Al-Hili. Leur père était en possession d'une fortune de plusieurs millions de livres sterling, composée d'un patrimoine comprenant de multiples propriétés, en Angleterre, mais aussi en France, en Suisse et en Espagne. Kadim semblait avoir, comme je l'ai expliqué plus tôt, des liens très étroits avec le régime irakien et possédait un compte bancaire en Suisse appartenant potentiellement au parti Baas. Le parti Baas, c'est le parti de Saddam Hussein, mais c'est aussi le parti du prédécesseur de Saddam Hussein, celui qui était en lien avec le père de Kadim. Après sa mort, et selon la même source mentionnée plus tôt, un agent des renseignements allemand qui a souhaité rester anonyme, Saad Al-Hili aurait hérité de ce compte bancaire toujours actif après la mort de son père. Le montant de ce compte bancaire en Suisse s'élèverait à plus d'1 million d'euros, issus des caisses de l'ancien parti irakien. Selon leurs proches, les 2 frères se disputaient régulièrement sur l'héritage des différents comptes en banque et sur leurs finances respectives. Comme quoi, même quand on hérite de beaucoup d'argent, on trouve des moyens de se quereller. L'être humain me fascinera toujours. Le lendemain de la tuerie, Zaïd, le grand frère de Saad, se présentera volontairement dans un commissariat de Grande-Bretagne pour donner sa version des faits et son alibi. Et il ira très rapidement au commissariat comme s'il voulait se disculper directement de la mort de son frère. Les interrogatoires des proches de la famille Al-Hili révèlent également un élément en commun. Saad n'était plus vraiment lui-même depuis quelques semaines. Il semblait préoccupé. Quelque chose l'inquiétait, mais on ne sait pas quoi. Les interrogatoires des autres vacanciers du camping révèlent un autre élément qui pourrait être lié. Selon plusieurs témoins, Saad s'absentait tous les jours, jusqu'à 5 fois par jour. L'interrogatoire des 2 seuls rescapés de la tuerie, Zaineb et Zina, a été très bref, les 2 petites filles ayant été beaucoup protégées par les services sociaux anglais. À la suite de l'incident, Zina, la petite fille de 4 ans qui a assisté à la scène cachée sous les jambes de sa mère, le lendemain de l'accident, à l'hôpital, raconte ce qu'elle a entendu. Quand ils sont arrivés à ce qu'elle nomme la scène du crime, elle la nomme le lieu, the place, où la tuerie a eu lieu, son papa et sa sœur sont descendus de la voiture. Les 3 passagères arrière, donc Iqbal, Souheila et Zina, voulaient sortir elles aussi. Mais la chose a commencé. Zina parle de la chose comme le meurtrier ou l'incident. Dès qu'elle a entendu commencer à tirer, elle a appelé ça la chose, the thing, et a entendu son père hurler Zaineb. Zina indique qu'elle a eu très peur, qu'elle a senti un danger et qu'elle s'est tout de suite cachée aux pieds de sa maman. Quant à Zineb, la plus grande, elle ne s'est exprimée que quelques minutes, mais en indiquant que le tueur était un homme seul, un méchant à la peau blanche, ce qui valide l'hypothèse d'un seul tueur déjà étayée par les experts balistiques à ce stade. William Brent Martin, notre cycliste qui a été le premier sur les lieux du crime et qui est allé chercher de l'aide pour la famille, a également été interrogé par les enquêteurs. Il indique que lorsqu'il était sur le chemin de la Condire, il a été dépassé tout d'abord par un autre cycliste, qu'on sait maintenant être Sylvain Mollier, le pauvre père de famille qui a pris,
mais aussi et surtout par un autre motard. Il a par la suite décrit le motard en question et la police a pu mettre en place un portrait robot. Le jour du drame, avant même que la police n'ait remonté sa trace, ce même motard avait été arrêté par des gardes forestiers car il avait dépassé une certaine zone interdite de la forêt. Les gardes lui ont demandé de faire demi-tour et il s'est exécuté. Un an plus tard, après avoir retourné toutes les pistes, la police est dans l'impasse et publie le portrait robot de l'homme portant un bouc et un casque de moto très particulier fabriqué en 800 exemplaires uniquement. 2 ans après la publication du portrait robot, donc en 2015, le conducteur de la moto a été identifié et arrêté. Mais malheureusement, c'est loin d'être le coupable idéal. Cet entrepreneur quinquagénaire lyonnais a indiqué aux enquêteurs durant ses 36 heures de garde à vue qu'il rentrait simplement chez lui après avoir fait du parapente. Et il est très vite mis hors de cause par les forces de l'ordre. Son identité ne sera jamais révélée au grand public. William a également indiqué qu'il avait été dépassé par un 4x4 de couleur sombre, en indiquant que le volant semblait être à droite, ce qui pourrait indiquer que le conducteur et la voiture venaient d'Angleterre. Est-ce que le tireur venait d'Angleterre? Est-ce qu'il connaissait oui ou non la famille? On ne sait pas. William indiquera qu'il n'a pas entendu de coup de feu. Cependant, les témoins qui ont été alertés par William de l'incident et qui ont joint les secours affirment les avoir entendus, alors qu'ils étaient bien plus loin que William. Les soupçons se sont donc posés également sur William pendant un temps. Quelles sont les chances que la famille britannique soit retrouvée morte par un ancien militaire britannique, également dans la région d'Annecy, en France? Le hasard fait parfois bien les choses. Les experts balistiques ont également rendu des éléments d'enquête grâce aux balles retrouvées sur les lieux du crime. L'arme du crime a été identifiée comme étant un pistolet automatique Luger P06 Parabellum, utilisé en grande partie par l'armée suisse jusqu'à la fin des années 1960. Donc c'est une arme de collectionneur qui est très rare sur le marché. Étant donné que 21 balles ont été trouvées sur la scène du crime, et que l'arme en elle-même ne contient que 8 balles par chargement. On sait que le tireur a dû recharger son arme à 2 reprises. Cette arme spécifique étant très difficile à recharger, les enquêteurs en ont conclu que le tireur avait probablement de l'expérience avec les armes à feu. On sait aussi que cette arme est assez répandue dans la région frontalière entre la France et la Suisse. On parle de ces armes comme des armes de famille, se transmettant de génération en génération. La double vie d'Iqbal Al-Hili. Iqbal Al-Hili semblait avoir caché un premier mariage à son mari Saad. En 1999, Iqbal Al-Hili avait épousé James Dudley Thompson, un ancien policier. Elle a vécu 2 ans avec lui sous une fausse identité aux États-Unis, celle de Madame Kaylee Thompson. James Dudley Thompson, donc l'ancien mari d'Iqbal, sera retrouvé mort le 5 septembre 2012 d'une crise cardiaque au volant de sa voiture, exactement le même jour que son ex-épouse Iqbal Al-Hili. Un juge d'instruction d'Annecy a demandé l'exhumation du corps de James, avec l'accord du FBI et dans le cadre de l'enquête. Mais la famille du défunt s'y est opposée catégoriquement. La sœur de James, Judith Thompson, prétend même qu'un mystérieux visiteur lui a un jour dévoilé le secret d'Iqbal. Elle travaillait selon elle pour un réseau d'extorsion qui mettait des gens très riches sous sédatifs pour leur soutirer le maximum d'informations et le transmettre à ses employeurs. Mais cela ne reste que des hypothèses. En juin 2014, un légionnaire se suicide. Il connaissait non seulement la famille Al-Hili, mais également le cycliste Sylvain Mollier retrouvé mort avec eux. Dans sa lettre de suicide, il explique qu'il est fatigué de se faire accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, simplement parce qu'il connaissait Sylvain, son épouse et la famille Al-Hili. Était-il le tueur? Aurait-il craqué sous la pression? On ne le saura jamais. Lorsque Nordal Lelandais est mis en examen pour la disparition et le meurtre du militaire Arthur Noyer, dont le corps a été retrouvé en Savoie, des enquêteurs ont décidé d'étudier la possibilité qu'il ait pu avoir un lien avec la tuerie de Chevaline. Étant un ancien militaire, Nordal Lelandais aurait très bien pu manier le Luger P06 Parabellum utilisé pour le quadruple assassinat. Cette piste sera rapidement abandonnée par les enquêteurs. Nordal Lelandais n'était pas considéré comme un tireur d'élite ayant eu accès à cette arme. La piste de l'espionnage industriel a également été étudiée. Saad était un ingénieur consultant en aéronautique pour plusieurs sociétés. Il travaillait sur des applications civiles comme la météo ou la surveillance des cultures qui auraient pu attiser des convoitises commerciales. Mais aucune preuve n'a permis de valider cette hypothèse.
Le ministère des Affaires étrangères britannique avait prévenu les touristes britanniques d'une série d'incidents dus à des tentatives de vol de voiture en Haute-Savoie. Lorsque la voiture de la famille Al-Hili a été retrouvée, le moteur était toujours en marche. Mais alors pourquoi tuer toute la famille s'il s'agit d'un vol de voiture, sachant que Saad n'était pas armé? En 2020, une enquête criminelle sur une affaire de meurtre met au centre des investigations un groupe d'individus membres d'une loge maçonnique, du nom d'Anator. Lors de perquisitions au domicile d'un des membres, les forces de l'ordre retrouvent des munitions de Luger P06, rares du même calibre que celles utilisées pour la tuerie de Chevaline. Et ces munitions elles sont tellement rares qu'ils font directement le lien entre ces munitions et la tuerie de Chevaline. Après vérification d'agenda et le bornage des téléphones des suspects, ils sont tous innocentés de l'affaire de Chevaline. Durant cette semaine de vacances, on sait désormais que Saïd Al-Hili avait pris rendez-vous avec une banque, le Crédit Suisse de Genève, où était détenu le compte bancaire pour lequel les deux frères se faisaient la guerre depuis trop longtemps. La Haute-Savoie, c'est une très belle région de France, mais on sait que si Saad venait chaque année, c'est avant tout pour les banques en Suisse. Il mélangeait vacances pour les enfants et business. Et en plus, le fait d'emmener sa famille en vacances, ça permettait de lui donner une bonne excuse auprès des autorités pour tous ses voyages en Suisse. Son objectif cette année-là était-il de prendre totalement possession de l'héritage laissé par son père, ce qui n'aurait pas été au goût de son frère Zaïd. Lors de leur dernière conversation sur l'héritage, les deux frères s'étaient violemment battus et Zaïd, le grand frère, avait fini plaqué au sol par Saad. Les deux ne se parlaient plus depuis octobre 2011. Zaïd explique: on était deux frères et ça devait être moitié-moitié. Mais Saad voulait plus et je ne voulais pas vraiment. Le conflit n'était pas avec moi, Saad était en conflit avec les règles de la société et avec la loi. Moi, tout ce que je voulais, c'était 50-50. C'est aussi simple que ça. Sauf que l'histoire racontée par Zaïd, elle est très différente d'une autre version. Quand leur père Kadim est tombé malade, c'est Zaïd qui l'a pris chez lui et s'est occupé de lui. Un jour, Saad est venu voir son père qui était mourant chez son frère Zaïd, et il est tombé sur quoi sur la table? Il est tombé sur un testament sur l'héritage de leur père où c'était Zaïd qui prenait tout et Saad il avait pas grand chose. Là, à partir de ce moment-là, la relation entre les deux frères n'a fait que de se détériorer jusqu'au point de non-retour où ils se sont battus. Les deux frères ne se parlaient plus depuis 2011. Le frère sera tout de suite le principal suspect dans cette affaire. Plusieurs témoins raconteront que Saad avait peur de son frère. Il avait fait changer récemment les serrures de chez lui et installé une caméra quelques mois avant son meurtre. Comme quoi peut-être qu'il anticipait l'avenir et il savait que son frère il était potentiellement prêt à tout pour l'éliminer. Zaïd passera plusieurs coups de téléphone suspects en Roumanie. Et selon les témoignages des résidents du camping où Saad s'était installé, le camping solitaire du lac, un homme de l'Est rôdait autour du camping. Et selon Zaineb, la survivante, la petite fille de 7 ans, c'est un homme à la peau blanche qui aurait tué ses parents. Donc est-ce qu'il y a un lien entre les appels en Roumanie et un tueur de l'Est qui vient visiter la famille Al-Hili? Rien n'a été prouvé. Les enquêteurs français feront tout pour prouver la culpabilité du frère Zaïd, qui de son côté prétendra que les autorités françaises sont responsables de la mort de son frère. Néanmoins, aucune trace de son implication ne sera prouvée. Il est toujours libre et n'a jamais été réellement inquiété dans cette histoire. Qu'est-ce que le travail des enquêteurs a permis de comprendre sur le déroulé de la scène du crime? La famille Al-Hili s'est garée en marche avant sur une zone de stationnement. Saad et Zaineb sont sortis du véhicule, on ne sait pas pourquoi. Quand ils vont pour rentrer dans le véhicule, Saad et Zaineb sont à droite du véhicule qui est en marche avant. Le fait qu'ils se garent en marche avant, ça prouve que Saad n'était pas inquiet dans la situation. Que s'il aurait été à la rencontre de quelqu'un de suspect qui avait potentiellement une arme, il se serait garé en marche arrière pour fuir plus rapidement. Là, il était garé en marche avant. Quand ils vont pour rentrer dans la voiture, un homme apparaît au loin. C'est le tireur. Il est positionné en amont, c'est-à-dire qu'il a dépassé la famille, il a identifié la voiture et il est revenu sur ses pas à pied. Jusqu'à présent, on ne sait pas par quel moyen de transport il a dépassé la famille. Certainement la 4x4 sombre, mais les enquêteurs n'ont pas trouvé de traces de véhicule à l'arrêt. Lorsque le tireur tire, la première personne qu'il touche, c'est Saad. Le tireur se met à 45 degrés pour viser Saad. Entre-temps, Sylvain Mollier, le cycliste, était au milieu de la route. Sylvain, il était juste en train de faire du vélo, concentré sur sa route. Le tireur vient de tirer sur Saad qui court vers sa voiture avec sa fille. Il voit à 90 degrés que Sylvain Mollier lui arrive dessus avec son vélo. Le tireur se tourne dans la direction de Sylvain Mollier et commence à lui tirer dessus. Sylvain Mollier tombe de son vélo dans l'axe de la voiture de Saad. C'est-à-dire que les 4 roues de la voiture de Saad et le corps de Sylvain Mollier sont sur la même ligne droite. Comme le tueur a tiré sur Sylvain, Saad a pu dans un sursaut d'adrénaline courir et monter dans sa voiture. Sauf qu'entre-temps, il a lâché la main de sa fille Zaineb, qui n'est pas montée dans la voiture.
Et c'est certainement là qu'il a dû crier le nom de sa fille. Après, rappelez-vous que c'est une BMW anglaise et que Zaineb et Saad sont du côté droit et que le volant dans une BMW anglaise, il est à droite aussi. Donc c'est beaucoup plus facile pour Saad de rentrer dans la voiture que pour la petite qui doit faire tout le tour de la voiture pour rentrer côté passager. Saad, qui est monté dans sa voiture, fait une marche arrière et en même temps tourne son volant à gauche. Comme ça, la voiture fait un arc de cercle et se remet en marche avant. En même temps, il n'a pas le choix de tourner son volant, car s'il fait une marche arrière en ligne droite, il se positionne face au tueur. Quand Saad fait la marche arrière, si vous vous rappelez des détails, Sylvain est dans l'axe de la voiture de Saad. Donc Sylvain, certainement blessé par les balles qu'il a prises, se fait accrocher par la voiture de Saad lorsqu'il fait une marche arrière. Et il est traîné sur plusieurs mètres. Le pauvre Sylvain, il est tranquillement sorti pour faire son vélo. Il a pris des balles, il est tombé, il s'est fait accrocher par la voiture. Imaginez-vous la scène horrible qu'il a dû vivre. Pendant la marche arrière, le tueur se rapproche de la voiture. Et c'est là où on voit l'expérience du tueur, qui vise extrêmement bien, car il n'a que 8 balles par chargeur. Il commence à tirer de loin et il n'hésite pas à changer de cible. Au début, il vise Saad, ensuite il va sur Sylvain pour revenir sur Saad. C'est quelqu'un qui a confiance en lui et en ses capacités de tireur. Quand Saad réussit à remettre sa voiture dans la bonne position pour partir, c'est déjà trop tard. Le tueur s'est bien avancé et il réussit à tirer suffisamment de balles sur Saad pour le tuer et il immobilise la voiture. Il ne lui reste plus qu'à finir son travail et à tuer toutes les victimes. Le tueur s'assurera de ne laisser aucune personne adulte vivante, puisqu'il leur mettra à tous, Sylvain Mollier y compris, 1 à 2 balles dans la tête. Il commet une erreur qui, Dieu merci, va sauver la vie de Zaineb. Il a trop tiré, il n'a plus de balles. Il attrape Zaineb, la petite fille de 7 ans, qui devait être traumatisée de peur à ce moment-là, et il commence à lui donner des coups avec la crosse du pistolet pour l'achever. Elle s'effondre au sol, et certainement il se dit qu'elle est morte. Et c'est là où il s'enfuit. À travers cette scène, on comprend très vite que le tueur n'était pas là pour rigoler. Il n'était pas là pour la voiture, il était là réellement pour tuer toute la famille Al-Hili, pour mettre fin à leur existence. L'enquête sur la tuerie de Chevaline est encore en cours. À l'heure actuelle, les passeports du couple Al-Hili n'ont jamais été retrouvés. Le dossier d'enquête, à l'heure actuelle, c'est à peu près une 50aine de volumes. Autant vous dire que les enquêteurs français, ils ont vraiment beaucoup travaillé pour trouver la vérité. Le nombre d'enquêteurs, il est passé d'une centaine à seulement quelques-uns. Et selon Véronique Donizo, la procureure d'Annecy, ces enquêteurs sont en veille permanente. Et on n'oublie pas la tuerie de Chevaline. Chaque nouvel élément dans l'affaire est examiné. Actuellement, comme je vous ai dit, l'enquête, elle patine un peu. Début 2024, le pôle Colcaise de Nanterre a demandé de nouvelles analyses ADN dans le dossier de la tuerie de Chevaline. Les analyses portent sur des vêtements portés par l'une des victimes, des mégots de cigarettes retrouvés sur les lieux du crime et des fragments de l'arme utilisée. Les nouvelles techniques et analyses ADN ont permis de découvrir un nouvel élément important de l'enquête. La crosse de l'arme qui a été retrouvée sur la scène du crime et qui avait été précédemment liée à potentiellement 6000 armes a désormais une origine plus précise car les enquêteurs ont pu identifier que la crosse de l'arme en question a été fabriquée en 1935. Autant vous dire que cette arme, potentiellement, elle en a tué du monde depuis 1935. Et grâce à une nouvelle étude balistique, nous sommes passés de 6000 armes potentielles à 940. C'est un progrès minime, je le sais, mais c'est quand même un progrès. Nous attendons désormais les résultats des analyses ADN des vêtements et des mégots de cigarettes retrouvés sur les lieux du crime pour en savoir plus. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Qui a assassiné, selon toi, la famille Al-Hili? Et qui est le suspect le plus probable? Si tu as aimé cette affaire intrigante, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner.